Eh bien bonjour. En plus je suis très mauvais pour faire les lancements. Eh bien bonjour et bienvenue pour ce... Non, je vais refaire. Excuse-moi, Ouais. est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Enfin peut-être, normalement le dernier de l'année avec une invitée, et c'est un épisode un peu particulier, notamment parce qu'on est dans un cadre assez stylé, assez particulier. On est à la ferme de Cournaillac, chez Sam, le fondateur de Le Vrai Café. Voilà, pour la petite anecdote. Et en fait, on va parler d'un sujet un peu particulier qui me tenait à cœur, que je trouvais sympa d'aborder. C'était le rôle que pouvait jouer la poésie dans l'esprit critique, dans la pensée critique. Et pour ce faire, je suis accompagné de Gabriel, qui n'est pas pour rien dans l'idée de ce sujet-là. Du coup, Gabriel, bonsoir. Bonsoir. Qui es-tu, Gabriel? C'est quoi? Tu fais quoi dans la vie? Pourquoi ce sujet-là t'intéresse? Et quel est ton rapport à l'esprit critique? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu connais? Ok. Alors, pour commencer, je pense qu'il est intéressant que je dise que je suis correctrice. Donc, c'est mon métier et ça veut dire que je passe mon temps à lire et à questionner, de fait, absolument tout ce que je dois lire pour mon travail, pour vérifier et les informations et que la langue est correcte selon l'usage et les consensus. Les normes, ouais. Les normes, ouais, voilà. Enfin, c'est ce qui fait consensus en tout cas. Et donc, je dois en particulier être extrêmement vigilante et douter en permanence. Ouais. Voilà, et je pense que c'est là-dessus qu'on s'est retrouvés. Ouais. C'est une des premières choses que tu m'as dit quand on s'est rencontrés, enfin, il me semble, c'est que du coup, tu étais correctrice et qu'il y avait un gros aspect esprit critique. Parce qu'en fait, même des trucs qui paraissent bien écrits, etc., mais il faut quand même toujours avoir un petit moment de doute, un petit moment de... Ouais, normalement dans la correction, et je pense qu'une bonne manière de faire de la correction, c'est d'avoir cette espèce d'humilité et ce doute permanent, et surtout ne pas se croire omniscient, et considérer qu'en fait on ne sait pas exactement où l'auteur va en venir, Ouais. et que par rapport aux règles de grammaire qu'on a apprises, et par rapport à tout ce qu'on a appris des spécificités du métier, on sait où est-ce qu'on doit aller vérifier, où est-ce que l'usage de la langue peut pêcher, et où est-ce que les informations aussi peuvent ne pas sembler fiables, par exemple. En gros, au moindre doute, Ouais. d'abord il faut exercer son doute et peut-être des fois en faire un peu trop, Ouais. alors douter beaucoup trop, même s'il y a des dates ou des noms qu'on reconnaît. Ouais. En fait, il faut se dire, je crois que je les Ouais. reconnais, mais on ne sait jamais parce que dans l'usage, je l'ai vu ou j'ai imaginé d'ailleurs que je le savais et en fait, on vérifie dans un dictionnaire et on est à côté de la plaque pour une date, une année, un accent. Donc, on est obligé d'exercer le doute en permanence et nécessairement, je pense qu'à un moment, me sentant toute seule dans mon doute et mes textes, j'en suis venue à m'intéresser un peu à l'esprit critique. J'ai dû tomber sur des vidéos et je me suis rendu compte que des gens faisaient à plus large échelle ce que moi je faisais à l'intérieur d'un seul texte. Voilà. Ouais. Et de fait, j'étais très dans la partie littéraire puisque moi, à la base, j'ai une formation et une passion très, très, très littéraire. Et le fait de faire de la correction fait que je lis énormément. Donc j'ai un rapport à la langue assez particulier. Voilà. Parce que du coup, en fait, quand tu fais de la correction, c'est pas juste de l'orthographe assez carré, quoi. C'est aussi aller vérifier les informations, vérifier ce que dit l'auteur dans une certaine mesure. Ouais, et vérifier la cohérence aussi, vérifier que la pensée, par exemple, elle se tient du début à la fin, c'est-à-dire que l'auteur se contredit pas, par exemple, chose qui arrive plus souvent qu'on ne le croit, parce qu'on part dans une idée et puis on fait pas attention, mais ne serait-ce qu'à un terme, ne serait-ce qu'au fait que la formulation a une subtilité qui fait qu'en fait, on n'a pas dit exactement ce qu'on avait dit au départ ou ce qu'on allait annoncer, qu'on n'a pas dit exactement ce qu'on avait annoncé qu'on allait dire, par exemple. Et donc moi, je dois être vigilante à tout ça. Et ça oblige aussi, quand on travaille sur les textes des autres et qu'on se rend compte qu'en fait, tout le monde, absolument tout le monde fait des erreurs, il y a toujours à corriger, on est obligé de se dire... Ah, mais probablement que moi-même, quand j'écris,
A priori, voilà, c'est pas parfait non plus et il faut que je sois vigilante en permanence. Donc ça s'applique aussi à toi. Mais est-ce que tu fais aussi des fautes quand t'écris? Je fais des fautes. Oui, mais non, mais du coup, je fais des fautes. Du coup, t'as pas cette arrogance de penser que t'en fais pas. Enfin, t'as toujours ce côté humble d'aller vérifier, etc. quoi. Ouais, et de savoir aussi de fait que c'est assez difficile d'avoir une maîtrise parfaite de la langue. Moi, je fais pas du tout partie des gens. Enfin, je fais de la correction dans le cadre de mon travail. Sur Internet, les gens qui font des fautes, je les laisse tranquilles. Et j'invite tout le monde à laisser tranquille les gens qui font des fautes sur Internet. On écrit vite, on fait pas toujours attention et on n'a pas tous les mêmes capacités d'ailleurs. On n'a pas tous la même maîtrise de la langue, on n'a pas tous le même bagage, les mêmes aisances. Donc voilà, il y a un cadre pour la correction qui est professionnel. Vous inquiétez pas, il y a des professionnels qui s'en chargent. Ne refaites pas ça à la maison. Voilà. Donc ça invite au doute pour soi-même et à se se remettre en question de fait. Okay. Et à donc être un peu humble. T'es pas une grammar nazie sur les réseaux. Non, je n'en fais pas partie. Ok, bon ben très bien. Et comme en fait il y a 1 milliard de manières d'arriver à l'esprit critique, dont la correction. Alors, c'est pas forcément hyper. Mon cas est un peu particulier. Tous les correcteurs ne sont pas fanats d'esprit critique? Je ne pense pas. D'abord parce qu'il y en a peut-être qui connaissent pas, et ensuite on est pas mal occupé. Et mon cas est particulier parce que je me suis retrouvée à faire de la correction pour une maison d'édition spécialisée dans l'ésotérisme. Et en fait, je me suis trouvée totalement paniquée devant ce que je lisais et à ne pas comprendre, enfin avoir une espèce de dissonance, mais assez brutale en fait, entre ceci n'a pas vraiment de sens, ceci ne fonctionne pas dans le fond. Pourtant, des gens le disent, c'est publié, c'est lu, et c'est accepté. Et je pense que c'est là que j'ai eu besoin de me tourner un peu vers l'esprit critique que j'ai découvert, je ne sais plus comment. Mais je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Les premières vidéos d'esprit critique que j'ai regardées, les premières fois que j'en ai entendu parler, ça m'a énormément rassurée de me dire qu'en fait, j'étais pas toute seule. Enfin voilà, j'étais pas complètement folle à ne pas comprendre ce qui se disait et à trouver ça étrange qu'on puisse avoir des propos qui avaient à ce point peu de sens. Voilà. Donc je ne sais plus grâce à qui, grâce à quel sujet spécifique je suis entrée dans l'esprit critique, mais c'est totalement venu me parler et ça m'a rassurée et ça me fait du bien. Donc il y a un peu des aspects où genre toi tu voyais vraiment dans ton travail de correction, ce travail un peu systématique d'aller vérifier, d'aller remettre en doute, d'aller checker les informations, les sources, etc. Et le fait de voir que dans le fond de ce que tu lisais, c'était pas un travail qui était fait quoi. Et du coup les deux trucs sont mélangés et t'ont ouvert les portes sacrées. Je me suis sentie bien. C'est critique. Ok. Et tu aimes bien la poésie? Ah, et j'aime beaucoup la poésie. Je suis une grande lectrice. Je pense qu'on ne peut pas faire ce métier sans être un grand lecteur ou une grande lectrice. Et la poésie me touche par certains aspects qu'on va probablement développer parce qu'il y a énormément de portes par lesquelles on peut entrer en poésie. Il y a énormément de styles de poésie. Et d'ailleurs, c'était un de mes partis pris de ne pas définir ce qu'était la poésie. Ce qui va un peu à l'encontre normalement et de mon métier et de peut-être de n'importe quel débat. Enfin, je trouve ça très important quand on avance une idée de pouvoir correctement définir les termes de ce dont on va parler pour que tout le monde soit sûr qu'on parle de la même chose. Là, la poésie me semble avoir quelque chose d'assez peu préhensible qui fait que je préfère pas me risquer à une définition qui risquerait en fait d'enfermer le mot et que des personnes qui n'auraient pas la même définition se sentiraient un peu exclus en fait de cette définition ou ne viendraient pas se reconnaître en fait dans une chose dans laquelle j'aimerais les inclure. Voilà. Donc on va pas vraiment définir. Ne capturons pas la poésie, ne l'enfermons pas. Ne l'enfermons pas. Mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est un truc qui nous touche, un truc comme ça? Ouais, mais alors là c'est vaste mon cher. Mais pour dire, genre si là je crie, c'est pas de la poésie. Remarque, ça peut l'être. Si c'est un cri qui touche. S'il me touche, s'il m'émeut particulièrement, oui, moi j'y mettrais beaucoup d'émotions, mais là encore, on va pas tous ressentir de l'émotion pour une même chose. Et on reparlera aussi de l'humilité. Pour moi, il y a quelque chose qui force l'humilité dans la poésie. Et avec les textes que j'ai choisis, peut-être au moins 2, j'expliquerai pourquoi, pour moi, il y a quelque chose de l'humilité. Et oui, parce que nous allons lire des textes de poésie, très étrange comme épisode. Alors pourquoi? Et c'est là qu'on va venir, et un truc que je fais jamais d'habitude, j'ai fait un édito pour expliquer d'où vient la motivation de faire un épisode autour de la poésie dans la pensée critique. Donc c'est parti. Je t'écoute. Édito. Nous t'écoutons. Il n'y a pas d'esprit critique. Je veux dire, il n'y a pas d'esprit qui soit continuellement critique. Toujours à l'affût de ses perceptions, décortiquant toute information, analysant tous les arguments, interrogeant chaque mot et doutant de sa capacité à raisonner. On ne peut pas toujours prendre du recul
Et il y a des moments où on est juste là, parce que le doute est inconfortable. Voilà ce que dit à ce sujet David Hume dans Enquête sur l'entendement humain. La grande destructrice du pyrrhonisme, donc quand il dit pyrrhonisme, il faut entendre le scepticisme radical, donc la grande destructrice, c'est l'action, c'est le travail. Ce sont les occupations de la vie courante. Ces principes peuvent fleurir et triompher dans les écoles où il est certes difficile, sinon impossible de les réfuter. Mais aussitôt qu'ils quittent l'ombre et que la présence des objets réels qui animent nos passions et nos sentiments les oppose aux plus puissants principes de notre nature, ils se dissipent comme de la fumée et laissent le sceptique le plus déterminé dans le même état que les autres mortels. Donc en gros, ce qui veut dire, c'est que même si le doute sur le papier, c'est très bien, en fait, et au bout d'un moment, on est confronté à la vie réelle et on laisse tomber. Donc même après avoir remis en cause nos systèmes de croyances, nos raisonnements, nos arguments, on finit quand même par atterrir dans un nouveau vallon confortable, une nouvelle structure dans laquelle il nous est possible de penser et de vivre. Vous avez peut-être vécu la découverte de la pensée critique comme un abandon du monde de la croyance pour celui de la vérité, ou celui du doute permanent. Il n'en est rien. Vous l'avez abandonné au profit d'un autre système. Probablement mieux d'ailleurs. Encore qu'il est difficile de savoir ce que signifie ce mieux, mais c'est une autre question. Il n'y a donc pas de pensée critique. Ce que l'on expérimente, c'est plutôt des bons critiques. Ce sont des instants isolés où l'on perçoit une erreur. Jusque-là invisible. Où l'on réalise l'ambiguïté d'un mot. Où l'on distingue une autre manière de voir les choses. Où l'on doute réellement. On va alors faire évoluer notre appréhension du monde vers un autre état, stable à nouveau. Voilà. Le scepticisme est fait de bons, qui séparent deux états stables de la pensée. On peut évidemment favoriser l'apparition de ces bons critiques afin de mettre à jour régulièrement notre vision du monde. C'est, dans un sens, le but des enseignements de la zététique et de l'esprit critique. S'approprier des méthodes, des outils permettant d'identifier une vision du monde fallacieuse. Mais ce n'est pas la seule manière de faire émerger des bons critiques. Dès que nous expérimentons un rapport au monde qui bouscule notre vision courante du monde, celle-ci risque d'évoluer. Pas toujours d'ailleurs, hein. On peut rejeter en bloc cette expérience inhabituelle, mais si l'on y est disposé, cette expérience peut faire vaciller l'inertie de notre pensée. Et parmi ces sources de perturbation, il y a l'art, et en particulier la poésie. Du coup, ce sera le sujet de l'épisode. Et dans cet épisode, on va vous proposer de lire quelques textes qui, d'une manière ou d'une autre, viennent questionner notre vision du monde et possiblement assouplir nos rigidités cognitives. Good. Est-ce que ça te parle, Gabriel, Ça me parle totalement. Alors, questionner notre vision du monde, ça m'a l'air un poil prétentieux. Voilà, moi je dirais pas jusque-là. Si tes textes le font, tant mieux. Moi, je vais me contenter de peut-être provoquer une interrogation ou une espèce de douceur humble. Je me contenterai de ça. Voilà. Très bien. Alors moi j'ai un premier exemple qui, je trouve, illustre bien l'idée. Du coup, je vais peut-être commencer, si ça va. En fait, ça vient d'un bouquin qui s'appelle « À l'endroit de l'inversion » de Cédric Aubouy. Et Cédric Aubouy, c'est avant tout un clown. C'est un monsieur qui, dans sa vie de tous les jours, fait du spectacle vivant et clown, mais il est aussi passionné de mathématiques, passionné d'esprit critique, passionné de philosophie, de poésie poétique. Il a écrit ce livre, du coup, qui est un petit essai en clownologie mathématique qui aborde plein de questions autour de la poésie, de la pédagogie, de l'esprit critique, des maths, donc, mais avec la démarche clownesque. Et donc l'idée, c'est vraiment ça l'idée, c'est donc l'endroit de l'inversion, c'est montrer comment en retournant certaines situations, ça nous permet de mieux voir, en voyant l'envers, on comprend le décor, quoi, quelque part. Ok. Une bouilloire bout à 5 heures. 3 couteaux tombent par terre. 6 portes grincent en chœur. Et 2 foulards coupent 3 paires. Alors, quelle est la question, hein? Combien ça fait? Mais de quoi il parle? Qu'est-ce que c'est? Mais quelle question? Vous avez compris, vous? Pas clair. Mais pourquoi?
Alors, du coup, je vais vous montrer un petit texte qu'il a écrit sur ça. Ici. Alors, c'est un dialogue, donc je vais essayer de faire les deux voix. Donc, ça dit ceci. Alors, c'est un peu rigolo, hein, vous allez voir. J'avais creusé un trou ici et il n'y est plus. Mais où est mon trou? Qui a pris mon trou? Votre trou a disparu? Oui, il était ici et il n'est plus là. Il a dû disparaître au moment où je l'ai bouché. Ah bon? Vous l'avez bouché? Mais où l'avez-vous mis? Où est mon trou? J'ai rempli votre trou avec ce seau-ci. Ah, mon trou, le voilà. Mais enfin, c'est mon seau. Oui, mais le vide qui est dedans est à moi. Rendez-moi mon seau. Prenez-le si vous voulez, mais laissez-moi le trou qui est dedans. Eh bien voilà, je les sépare. Je bouche mon seau en le remplissant de terre. Tiens, vous avez remis mon trou par terre. Oui, finalement, votre trou n'a fait que se déplacer. Je me méfie car je me suis déjà fait voler un trou par un trou encore plus grand creusé autour. Alors, je ne sais pas si c'est très compréhensible. Je sais pas si tout le monde rigole pareil. Si, mais l'idée, c'est d'imaginer que c'est le trou qui se déplace, c'est pas la terre, tu vois. Et genre, en fait, la vision de base qu'on a, c'est genre la terre qui va remplir un trou. Et là, lui, il dit, bah, en fait, c'est plutôt le trou qui va remplir le seau quand on va, tu vois. Et j'aime beaucoup ça. Je trouve ça assez joliment absurde. Je ne peux pas m'empêcher de faire des liens très littéraires. Ça me fait un peu penser à Beckett. Samuel Beckett a énormément écrit sur l'absurde, ouais. des situations plutôt absurdes. Peut-être un peu plus littéraire, moins dans une optique comique. Enfin voilà, ce genre de situation un peu absurde et tout me fait penser à lui. Oui. Et je trouve ça... Tu vois, toi, tu parles du déplacement du trou. Oui. Voilà. Que c'est le trou qui se déplace. Voilà. Et c'est pas la terre. Moi, j'ai retenu plutôt ce qui m'a plus marqué, c'est la possession d'un trou. Enfin, oui. Cela dit, si tu as un lopin de terre et que tu creuses un trou, enfin, ça reste absurde de pouvoir posséder un trou ou de pouvoir posséder cette espèce de vide. Et du coup, c'est pas inintéressant aussi de voir que dans l'absurde, on récupère pas exactement la même vision non plus de la chose, tu vois, qu'on va pas trouver amusante la même chose. C'est vrai. Et qu'on va pas y voir la même chose, quoi. Ouais. C'est vrai. Ok, donc c'était un premier texte un peu rigolo là-dessus. Est-ce que tu veux nous proposer un truc? Je peux, moins drôle. Donc toi, tu nous as présenté un clown mathématicien ou un mathématicien clown, ouais. Parce que c'est un peu ce que tu es aussi. Moi, je suis allée dans des choses qui étaient peut-être plus proches de moi. Et donc, j'ai découvert assez récemment Loïc Demey, qui est un auteur de poésie, qui est prof de PS au civil et qui un jour a écrit de la poésie et grand bien lui en a pris et j'espère qu'il va continuer. Et ça m'a régalée. Je suis tombée dessus un peu par hasard. Le titre est assez saisissant. C'est « Jeu d'un accident ou d'amour ». Ça n'a pas vraiment de sens. Donc c'est juste beau en soi. Et c'est, je pense, un premier très bon pas dans ce que moi j'aime en poésie et ce que j'ai appelé l'humilité. C'est-à-dire que ça n'a pas vraiment de sens, je ne sais pas du tout où il veut aller, et j'ai dit oui quand même. J'y suis allée, j'ai accepté que j'allais pas forcément tout comprendre, que j'allais pas forcément avoir les références, et que peut-être que ça n'allait pas du tout me parler non plus. Et je lui ai dit, ok, emmène-moi, en fait tu utilises des mots qui me plaisent, l'accident, l'amour, je prends, et on va voir. Et il se trouve que la démarche de cet auteur dans tout ce poème-là, c'est de ne pas utiliser de verbe. Oui, et donc, pourquoi s'embêter avec des verbes? Exactement, on pourrait totalement s'en passer, vous allez voir qu'on s'en passe très très bien. Et il se trouve que moi, en tant que correctrice, ça m'intéresse particulièrement parce que si vous me présentez un texte dans lequel les verbes ont été oubliés, je rassure, il y a du rouge partout. Là, on me présente un texte où les verbes ont été enlevés volontairement. C'est-à-dire que le travail du correcteur ici serait plutôt de s'assurer qu'il n'y a pas un seul verbe qui a été laissé, ouais. Qu'il n'y a pas un seul verbe qui traîne parce que l'erreur serait là. Et donc c'est assez intéressant aussi de faire cette espèce de pas de côté, en fait, de qu'est-ce qui devient l'ouvrage correct. Ouais. Et là, l'ouvrage correct, c'est celui qui n'a pas les verbes. Ouais. Voilà. Et il se trouve que c'est beaucoup plus facile à lire soi-même qu'à écouter. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut vraiment garder en tête, je vais vous lire des passages, ouais. Garder en tête qu'il n'y a pas de verbe. Ouais. Voilà. Parce que des fois, il joue avec le fait que certains mots ressemblent à des verbes. C'est ça, certains substantifs ont exactement la même forme qu'un ouais. verbe conjugué. Certaines associations de sons aussi donnent l'impression d'un verbe. Et voilà, et donc vraiment garder en tête... Mais il y a une vraie histoire. Hein, et il y a une vraie histoire. Alors c'est un peu long pour que je lise tout, donc oui. Vous n'aurez pas l'histoire. Mais en gros, 2 personnes se rencontrent.
C'est déjà Deux un bon personnes début. se rencontrent. Et c'est à la première personne, d'où le jeu d'un accident ou d'amour. On va passer directement au jour deuxième. Voilà, on va faire jour deuxième, soir. Parce que, et d'accord, lendemain. c'est par jour. ici. Oui, il y a Ok. 16 scènes, je crois, Ok. et qui se déroulent sur 2 ou 3 jours. D'accord. Et voilà, donc vraiment, on garde en tête, il n'y a pas de verbe. Ok. Jour deuxième. On se retrouvaille à l'égal de la veille, proche du bassin, océan du Sénat. On se promenade quand Adèle se band. Je me feuille, me tabac à côté d'elle. Je lui main sur le bras, je lui doucement. Adèle me projet de visite, de Sacré-Cœur, de Concorde, de Cité des Fleurs. Je me partant. On s'immobile. Elle se timidité, je me peureux. On se blanc des yeux comme deux bleus. On se résolution de métro. Finalement, on se station. Elle me tête sur l'épaule. Elle me délicatement. On s'acclimatation. On s'apprivoisement. Adèle me psychologie. Je la philosophie. Elle me Freud. Je la Nietzsche. Elle me Lacan. Je la Socrate. On se connaissance de soi et ennui des autres. On s'entente. On s'osmose. On se fusion d'esprit. On se rire et sérieux. À 17h, elle se cadrant de montre et carillon d'inquiétude. Adèle se panique. Elle se déjà. Je me trop vite. Elle me plus tard et à ce soir. Je me soulagement. Elle se contre moi. Je lui baisais sur le front. On se bouche et salive. Soir deuxième. Je me douche qui fuite. Elle s'arrivait en avance. Adèle se robe rouge et talons à l'affût sur le fauteuil. Je me serviette. Elle se debout et m'autour du cou. Je me chancelant. Je me traque. Elle me chuchotement d'amour à l'oreille. La rue se nuit. Le ciel se lune. Je la nue. La pièce se sombre. Je m'orage. La fermeture éclaire. La robe tonnerre. Sa tunique en l'air et ses dessous à terre. La rue se lune. Le ciel se nuit. Je la nue. Elle me peau. Je la pulpe des doigts. On s'épiderme. Je me préservatif. Je m'attif et précipitation. Je me cafouillage. Elle me coud de main. Elle me coud de langue. Me coud de hanche. Je la couds. La contre-coup. On se secousse. Cratère et volcanique. Elle s'ébullition. Je m'éruption. Jour troisième. L'avant-midi, on se rivolit. Puis Adèle, mille de la cité et cité de la musique. Je la Belleville, je la Villette. L'après-matin, on se pont des arts et arc de triomphe. On se Marais, on se République. Je lui Montsouris, rive gauche. Elle se place des Vosges et Vaugirard. Elle se rue et je m'avenue. Je me square, elle s'esplanade. On se tour, vertige. On s'entoure, se demi-tour, se détourne par le parc de Bagatelle, verte tige. On se catégoriquement, on se définitivement. À quoi servent donc les verbes? À quoi servent les verbes? On n'en a pas besoin? Non, je pense que c'est un usage extrêmement pertinent, extrêmement frappant. Non pas du fait que les verbes servent à rien, je pense qu'on ne pourrait pas faire ça tous les jours. Peut-être que c'est d'autant plus percutant que justement c'est rare et qu'on est un peu plus à l'affût et qu'on est un peu plus sidéré. De fait, c'est aussi très bien écrit. Enfin, il y a quand même tout un travail sur la langue, voilà, sur les doutes qu'on peut avoir. Est-ce qu'on vient d'entendre un verbe? Qu'est-ce que ça dit? Mais je trouve ça très impressionnant, la façon dont ça peut être assez puissant émotionnellement. Enfin, je sais pas si ça vous fait quelque chose, mais je trouve ça assez dingue. Enfin, moi, quand je l'ai lu, j'étais assez bouleversée et j'ai été très impressionnée de voir qu'une langue qui n'est pas totalement la mienne pouvait quand même parvenir à un moment à me parler suffisamment et se rendre suffisamment audible et compréhensible pour générer quelque chose en moi que je trouve plaisant. Ouais. Et ouais, moi aussi, je trouve le texte magnifique. Et en fait, ça me fait penser dans la démarche à la disparition de Georges Perec. Ouais. Donc, dont le but, c'était d'écrire tout un livre sans la lettre E. Oui. Voilà, c'est ça, donc ça s'appelle La disparition. Je peux faire un lien si tu veux, parce que alors Georges Perec appartient au mouvement de l'Oulipo. Ah, j'allais dire. Allez, vas-y, tu peux présenter? En fait, je sais pas trop, mais l'Oulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle, et du coup, ça me fait penser à... C'est un peu la même idée, c'est justement
un peu jouer avec les mots pour Alors, ouvrir des plus que nouvelles jouer avec des mots, possibilités. alors il y a l'idée de nouvelles perspectives, mais plus que jouer initialement avec les mots, c'est l'idée de base, c'est la contrainte. Ouais. C'est se poser une contrainte, dans l'idée notamment que la contrainte pousse justement à ce pas de côté, pousse à repousser un peu les murs et à se challenger en fait et à découvrir de fait d'autres langues et d'autres manières de dire les choses. Et voilà, et il se trouve que j'ai un texte d'une personne. Ouais, magnifique. Soit je fais le lien tout de suite, soit tu passes au tien. Non, vas-y, je pense que tu peux le faire. Ok, alors peut-être que ce sera... alors, c'est pas de la poésie. Je me suis permis de sortir du champ de la poésie. Mais il se trouve que c'est une femme qui fait partie de l'Oulipo depuis quelques années. Donc l'Oulipo, ça existe encore. Ça existe encore. Okay. Alors, pour moi, je les resté à ils font des publications. En fait, ils ont un site qui est assez bien fait. On ne trouve pas leur texte dessus, c'est un peu frustrant. Mais il y a la liste des publications de tous les auteurs qui en font partie. Et apparemment, ils ont des revues aussi. Okay. J'ai pas eu accès au texte de ces revues-là. Ils les ont pas mis en libre accès. Mais on peut aller faire un tour sur le site de l'Oulipo. C'est réjouissant. Voilà. Enfin, ça ouvre des perspectives. Et c'est comme ça que moi, j'ai découvert Anne-Garréta. Anne-Garréta. Que je ne connaissais pas, dont je n'avais jamais entendu parler, et une fois encore, grande surprise et très enthousiasmante. Je voudrais, avant de commencer, j'ai mon petit topo sur l'Oulipo. Vas-y. Et donc, je voudrais offrir la définition de l'Oulipo, qui se définit d'abord par ce qu'il n'est pas. Donc, tu l'as dit, c'est un acronyme pour ouvroir de littérature potentielle. Et donc, ce que n'est pas l'Oulipo, ce n'est pas d'un mouvement littéraire, ce n'est pas d'un séminaire scientifique, ce n'est pas de la littérature aléatoire. Ces recherches sont naïves, artisanales et amusantes. Je crois qu'on s'y retrouve à peu près. Donc on peut, un peu en fait, je voulais pas définir la poésie. Je pourrais très bien mettre un peu de ça dans mon espèce de fausse pseudo très floue non-définition de la poésie. Ouais, donc naïf, artisanal, amusant. Elle est naïve, artisanale et amusante. Et est-ce que, attends, si je dis pas de bêtises, l'Oulipo, il y a eu d'autres, comment dire, des produits dérivés de l'Oulipo, style, il n'y a pas eu genre l'ouvroir de mathématiques potentielles, des trucs comme ça, je sais pas si ça te parle. Waouh, je suis pas allée voir. Il me semble qu'il y a des trucs comme ça qui existent, et même le mouvement pataphysique, je sais pas si ça te parle. Oui, je crois que c'est un peu lié, c'est un peu les mêmes cercles, on va dire. Ouais. Et je crois que notamment le mouvement pataphysique, on recrée par exemple un calendrier. Un peu dans la même idée de genre recréer des nouveaux trucs, des nouvelles idées juste pour questionner un petit peu, pour ouvrir des nouveaux trucs et en fait juste aussi se marrer quoi. Aujourd'hui c'est Undi. Undi. Mais aujourd'hui c'est Undi le premier du coup? Ouais. Du coup on garde les mêmes chiffres qu'à Babylone? Putain, si on commence à tout changer là ça risque de devenir compliqué. Hein. Si, il faut tout changer Jean-Paul. On dit qu'on est Undi. Le Crisken. Undi le Crisken. Mais le Crisken de quel mois? Du Tarkoun. Ouais. Du coup dans la même idée genre naïf, artisanal et amusant. Franchement j'aime bien l'idée. On devrait faire comme ça l'esprit critique naïf, artisanal et amusant. On appelle ça l'ouvroir d'esprit critique. Oui, j'allais m'y opposer en disant moi c'est pas ça que je viens chercher dans l'esprit critique. Je serais un peu déçue si ça prenait ce versant-là, mais en fait non, pourquoi pas? Ça n'empêche pas du tout que les deux cohabitent. Ouais. Il y a une espèce de littérature et de poésie. J'adore la poésie classique et je trouve que l'alexandrin c'est d'une beauté. Enfin, ça me transporte. De fait, je serais assez triste qu'elle n'existe plus. Mais on peut faire de l'alexandrin naïf. Voilà, mais j'aime beaucoup. L'alexandrin sans faire exprès. Et amusant, oui, artisanal, oui. Enfin, les miens seraient artisanaux. Moi j'aime bien l'idée qu'elle. Moi aussi, mais je pense que ça doit pouvoir cohabiter. Oui, ça peut cohabiter, mais oui, tout à fait. Mais du coup, en parlant d'esprit critique naïf, artisanal et amusant, je trouve que du coup notre clown d'esprit critique colle bien à ça, quoi. Tout à fait. Donc du coup, je reviens sur Anne-Garréta. Je ne vais pas vous dire pourquoi j'ai choisi cet extrait et pourquoi j'ai choisi ce texte. C'est après que je te demanderai. Je pense qu'il n'y a pas. C'est aussi par son absence, par l'absence de ce qu'on peut remarquer que le texte et tout cet ouvrage en fait est intéressant. Donc ça s'appelle Sphinx, c'est un roman. Alors la langue est très belle, peut-être très très travaillée, donc pas forcément toujours évidente à comprendre. Je pourrais entendre que certains considèrent que c'est un peu snob. Moi par habitude, non mais c'est sérieux, par habitude de lecture, je vais m'y retrouver et je vais à peu près tout comprendre, mais ça peut voilà, il y a des gens qui vont trouver que les phrases elles sont un peu longues, un peu alambiquées, il y a beaucoup de subjonctifs passés, moi j'adore, mais ça ne flatte pas l'oreille de tout le monde. Mais voilà, c'est pas là que je veux en venir. Je vais prendre un extrait.
Ma rencontre avec... Ah non, pardon, je donne un peu de contexte. Oui. C'est que du coup, je vais dire A. Il y a un personnage qui s'appelle juste A. Voilà. Étoile, étoile, étoile. Oui, mais je ne vais pas prononcer les D'accord. étoiles, étoiles, étoiles. Voilà, pour dire que là, la première phrase, c'est ma rencontre avec A. Si je dis A et que je fais une mini-pause, c'est que c'est le D'accord. nom du personnage que je n'ai pas non plus. Voilà. Ma rencontre avec A ne bouleversa pas immédiatement le mode de vie qui était devenu le mien depuis quelques mois déjà. Je ne fis qu'ajouter à mes nuits une station préliminaire, un passage obligé par l'Éden. Mais ma fascination se muant en passion exigea plus. Il fallut pour la satisfaire plus qu'une quotidienne visite de courtoisie. A aimait naturellement à sortir dans les boîtes, une fois le spectacle terminé. On vit bientôt, assez régulièrement à l'apocryphe, entraîner dans son sillage une partie de la troupe de l'Éden. Tous me faisaient le plaisir de danser fréquemment, et la qualité de leur performance me rendait quelque goût à travailler. A venait parfois me tenir compagnie un moment dans ma cage de verre. Au plaisir de sa contemplation, dansant jusqu'à éclipser l'entour, s'ajouta celui de sa conversation, que son accent me rendait irrésistiblement plaisante. Dans sa forme d'esprit, faite tout entière de retorses et charmante naïveté, je retrouvais tous les traits de sa façon de danser. Nous devînmes assez rapidement intimes, au point de nous téléphoner presque tous les jours au réveil et de dîner au moins une fois par semaine en tête-à-tête. Après quoi, je me permettais de l'escorter jusqu'à l'Éden. Nous nous retrouvions, comme je l'ai déjà mentionné, à l'apocryphe et allions parfois, après la fermeture, traîner ailleurs. Cette étrange intimité ne prenait sa source ni dans une connivence intellectuelle ou mondaine, ni dans une communauté d'intérêts. Elle n'était le signe ou l'effet d'aucune liaison d'ordre amoureux ou amical. Le plaisir que je prenais à sa présence ne tenait pas à l'originalité de ses vues, non plus qu'à une identité de nos goûts. Nous ne disputions ni ne discutions. Sa présence et sa conversation m'étaient un agrément, tout comme la contemplation de son corps ou de sa danse. Agrément esthétique que je ne saurais attribuer qu'à une légèreté d'être qui savait se garder de l'inanité. Frivole et grave, je ne puis mieux définir A, dans la subtile dimension d'une présence sans insistance qui lui était propre. Notre apparition simultanée en tout lieu, l'attention réciproque que nous nous portions, commença à faire jaser. Nos rencontres, qui n'étaient que publiques, firent soupçonner une liaison privée qui n'existait alors pas. On me fit remarquer, à l'apocryphe et ailleurs, la dissemblance du couple que nous formions. On me plaisanta sur le contraste de couleurs de nos deux peaux. On souligna la différence de nos manières, sa folle exubérance et ouverture sur le monde, l'emportement de ses gestes et de sa voix, qui par comparaison accentuait encore ma réserve et ma mesure. A, pour sa part, eut à supporter les incessants ragots qui couraient sur mon compte, mes origines religieuses, sociales. On lui dressait le tableau de mes incompréhensibles étrangetés, mon isolement, mon goût pour la solitude cohabitant avec un plongeon à corps perdu dans le monde, cet abandon insolite, qui avait fini par se savoir, d'une carrière universitaire pour un office de disquaire improvisé. À défaut d'une cohérence intelligible, il devait y avoir là-dedans du vice ou de la perversion. Que pouvais-je trouver dans l'assidue fréquentation de cet être auquel aucune communauté sociale, intellectuelle, raciale ne me liait? Telle était en substance la question qui agitait les esprits. Peau noire, peau blanche, les apparences étaient contre nous. Notre intimité contrevenait à ce constat de bon sens qui veut que ce qui se ressemble s'assemble. Et de cette affirmation première d'un impossible assortiment de couleurs découla le sentiment général d'une union contre nature. Pour que cessât le scandale, il fallait que cet assemblage incongru fût renvoyé à la commune et indistincte mesure. Il fallait que se diluât dans le nombre cette dissemblance que le privilège de la relation duelle avait portée à un absolu monstrueux. C'est à cet effet que l'on tenta de me circonvenir, et, par l'exposition d'une incompatibilité générale, de me... Oh, sérieux, il y a une bestiole un peu grosse. Ok. C'est à cet effet que l'on tenta de me circonvenir et, par l'exposition d'une incompatibilité générale, de me détacher de A. Je n'avais cure ni des remous, ni des alarmes que mon attachement à ce qui paraissait ma parfaite antithèse provoquait. On fit mention devant moi de son inconstance, de sa légèreté, de la multiplicité de ses aventures, de l'impossibilité à se l'attacher sûrement. On me prévint charitablement que je n'étais pas son genre, non plus que de la même espèce. On m'avisa que si mon intention était de faire de cette relation une liaison, mieux valait renoncer, et que si, par malheur, cette relation était devenue déjà une liaison, autant valait la rompre avant qu'elle ne se dissolve dans de douloureux tracas et pénibles crises.
Je m'arrêterai là, c'est possible de couper si c'est trop long. Ok. Mais en fait, j'ai pas trouvé de passage qui puisse illustrer suffisamment fort le propos auquel je voudrais en venir. Ouais. J'ai une question qui est un peu naïve et un peu bête, qu'en fait, a priori, on se pose pas tellement quand on lit un livre. Je vais te demander de forcer à genrer. Est-ce que tu saurais me dire à quel genre appartiennent chacun des deux protagonistes? Ah et oui, moi dans le jeu Ok. et A. Alors moi dans ma tête c'était clair, jeu c'était une fille Ok. et du coup l'autre était un gars. Ok. Alors ce qu'il y a d'amusant et ce qu'il y a de extrêmement bien fait, et on va tous féliciter Anne Garretta pour ce travail d'écriture, c'est que là-dessus, sur 229 pages, elle parvient à ne jamais donner le moindre indice normalement sur le genre et du narrateur et de A. Donc c'est une histoire d'amour, c'est une histoire assez passionnelle et très très belle entre deux personnes dont on ne dévoile à aucun moment le genre. D'accord. Donc c'est forcément un exercice de style, parce que ça veut dire devoir faire extrêmement attention à tout ce qui est accord. Mais du coup elle peut jamais mettre en participe passé, genre je suis ému par exemple, Voilà. elle peut pas le dire. Et du coup c'est pour ça que c'est un gros travail d'écriture. Waouh. Et c'est passé... C'est passé. Bah, de fait, il va pas y avoir je suis ému. Ça pourrait être à provoquer en moi une émotion telle que. Okay. Donc voilà. Donc c'est devoir sans arrêt à chaque fois probablement qu'elle a été confrontée parce qu'en français on est assez fort avec ça pour genrer énormément, notamment on genre la plupart de nos adjectifs. Là par exemple il y avait je crois frivole. Tu peux avoir grave ou frivole qui ont la même forme quel que soit le genre qu'on va lui donner. Donc ça a été tout un travail d'écriture là-dessus de ne se trouver aucunement dans une situation difficile justement qui l'obligerait à un moment à devoir indiquer le genre. Donc pour l'écriture je trouve ça assez chouette. Et ensuite moi à la lecture du livre j'avais pas le même résultat que toi. Attends, c'était l'inverse, j'allais te demander. Non, moi j'étais partie sur 2 hommes. Alors après j'ai eu beaucoup plus de détails et notamment des manières de se vêtir et surtout alors pour moi j'ai déterminé que le narrateur était de genre masculin parce que plutôt dans le rapport que les gens entretenaient avec lui. C'était plutôt la manière dont les autres interagissaient avec lui, la manière dont il était traité qui m'a fait dire en général on traite pas une femme comme ça, à savoir on la traite moins bien. Et voilà. Mais ce que j'ai trouvé doublement intéressant, donc ça c'était ma première réflexion de me dire quels sont les indices qui sont laissés. Ma deuxième réflexion a été pourquoi est-ce que je me pose la question en fait. Voilà. À quel moment en fait est-ce que ça compte dans cette histoire de savoir de quel genre ils sont. Et ça a été assez insupportable pour moi de découvrir que de temps en temps je jubilais comme si ça avait été une victoire de ça y est je sais c'est un homme. Non, Gabriel. En fait, on ne sait pas, mais surtout, on s'en fout. Et du coup, ça oblige à entrer dans une histoire d'amour, dans un livre entier, en acceptant que on s'en fout du genre des personnages, des 2 personnages principaux. Et je trouve que c'est trop bien sur The Texte parce que ça montre, comment dire, un peu par effet miroir, en fait, nos structures et nos manières de penser. En fait, justement, là, quand tu as l'absence du truc, tu la ressens, l'absence. Et du coup, le fait que tu ressens l'absence, ça te fait voir, en fait, que... Bah ouais, en fait, on a envie de ça, on a envie de savoir, on le fait intuitivement, quoi. Et je trouve que c'est un exemple parfait, en fait, qui illustre, en fait, cette idée-là, quoi. Et plus intéressant encore, moi, je suis allée chercher spécifiquement ce livre-là parce que quand je me suis réintéressée à l'Oulipo, que j'ai vu que Anne Garretta en faisait partie, je suis tombée sur sa page Wikipédia, très certainement, qui ne devrait pas le dire d'ailleurs, je pense, qui, en petit descriptif de ce livre Sphinx, écrit l'auteur ne révèle jamais le genre des personnages. Donc moi, je suis allée le chercher pour, en tant que correctrice d'ailleurs, m'assurer effectivement qu'elle avait bien fait ça, et je valide en tant que correctrice, elle a très bien fait ça. Mais je savais en fait en lisant le livre, d'où ma recherche peut-être, mais je serais très curieuse de savoir si quelqu'un qui n'est pas au courant a pu lire le livre sans se poser la question. Voilà, et en fait ne s'est pas posé la question, soit parce que ça lui aura paru évident, en fait, justement comme toi tu peux avoir trouvé évident que le narrateur était féminin et l'objet de son amour et de sa passion masculin. C'était pas évident, genre je me le suis pas vraiment formalisé, mais intuitivement on va dire que je l'ai vu comme ça. Parce qu'en fait, si on genre, on se pose assez peu la question, nécessairement il y a un genre à poser, et du coup on va récupérer quelques attributs, quelques manières de parler, enfin on va récupérer tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur tel ou tel genre. Et là je trouvais ça non seulement bien fait, bon l'histoire est belle, je recommande vraiment. J'aurais aimé pouvoir le recommander sans vous dire ce qui se passe à l'intérieur pour que des gens aient l'espèce de plaisir surprise d'avoir à se questionner. Enfin, j'espère que ça a fait se questionner des gens justement qui le découvriront, peut-être sans arriver à la fin en se disant
attends, mais en fait, je me rappelle pas, est-ce que c'était un homme, une femme, est-ce que ça compte, est-ce que je le sais, est-ce qu'il y a des indices? Et voilà, donc petite merveille, Anne Garréta. Okay. Et je crois que tout ce qu'elle a écrit est plutôt intéressant, donc je suis ravie de l'avoir découverte parce que je vais plonger dans dans tout ce qu'elle a écrit avec Jean. Et dans le sujet de l'Oulipo et des contraintes, ça m'a fait penser à un truc qu'on a fait récemment, c'est qu'on essaye, enfin en tout cas moi et un peu tous les deux, d'interroger notre utilisation du mot nature. Un peu pareil parce qu'en fait du coup on se rend compte que notre langue elle implique plein de choses, etc. Et en fait il y a plein de problèmes avec le mot nature. J'ai fait une conférence là-dessus, que vous pouvez retrouver. Je sais même pas si je sais le faire en fait, de rajouter des liens, mais ils font comme ça les gens sur YouTube, je crois. Vous pouvez la retrouver ici. Bon. Bref, et du coup, donc voilà, il y a plein de problèmes avec le mot nature, et du coup, souvent on l'utilise à la place d'autres mots, et du coup, ça fait quelques temps que je trouve ça intéressant d'essayer de s'interroger comment on peut enlever ce mot, même. En fait, des fois, c'est un peu débile parce qu'il est utile, des fois, le mot nature, mais c'est devenu un peu un jeu un peu ludique, un peu dans la manière de l'Oulipo, de voir, ok, si là, j'essaie de ne pas l'utiliser, pourquoi j'aurais voulu l'utiliser, qu'est-ce que ça impliquait d'utiliser ce mot, etc. Et du coup, ça demande vraiment du recul là-dessus. Et ça me permet de faire une super transition parce que le texte suivant que je voulais vous proposer, où est-il donc ici? Alors moi je suis vraiment pas un très bon lecteur, même presque un piètre lecteur on pourrait dire, donc j'ai pas beaucoup de culture poétique, mais je suis tombé sur ce texte d'un auteur, un poète français qui s'appelle Nicolas Stéphan. Alors je sais pas s'il est poète, c'est son emploi premier, je sais pas, ou s'il est prof, s'il est clown ou prof de PS, je sais pas. Il a écrit un livre qui s'appelle Prédation. Non, pardon, le texte s'appelle Prédation et le livre s'appelle Au-delà de cette frontière, qui interroge en fait notre rapport au vivant. Et ce texte en particulier parle de la nature, justement. Et alors je l'ai trouvé sur un site que j'aime bien, que j'aime beaucoup, qui s'appelle contrenature.org, non .fr, je sais plus, bon, contre-nature quelque chose, et qui est en fait une ressource, qui rassemble plein de ressources sur la critique de l'idée de nature. Voilà. Et du coup, ils ont partagé ce poème qui vient faire cette critique-là aussi. Alors, je vais vous le lire. Pareil, il est un peu long, alors on verra si on peut pas. Depuis quelques jours en ville, on peut voir d'immenses affiches publicitaires. Je vais refaire. Depuis quelques jours en ville, on peut voir d'immenses affiches publicitaires. Certaines roses, d'autres bleues. Pour une expo intitulée Prédation. Une exposition, comme le titrent les journaux, à dévorer à pleines dents. On y va en famille, voir comment les uns tuent les autres, voir comment les uns sont tués par les autres, se traquer jusqu'à l'épuisement, se étouffer lentement, se avaler vivant. On aurait aussi pu appeler cette exposition fascination, ou plus sobrement respect. Je sais que je ne suis pas le seul enfant à m'être dit, devant des animaux traqués, on ne peut pas laisser faire, il faut les aider. Mais les parents sont là pour veiller. Les parents expliquent ce qu'on leur a expliqué. Ça les fait même sourire tant de naïveté. Ils disent que c'est la vie. Ils disent que la mort fait partie de la vie. Ils disent que c'est la nature qui veut ça. Voilà à peu près ce qu'ils disent. Ils répètent ce que les professeurs ont dit, qui répètent ce que les experts ont dit. Et à la fin, l'enfant ne dit plus rien. Il apprend, à son tour, ce que veut la nature. Comme si la nature était quelqu'un, et même quelqu'un de plutôt extraordinaire. Comme si la nature avait un plan. Un bon plan. Comme si ce qui existe ne se contentait pas d'exister. Comme si ce qui existe avait une bonne raison d'exister. Comme si chaque organisme était là pour remplir une case. Comme si un rôle avait été assigné à chacun. Comme s'il fallait qu'il y ait des proies et des prédateurs. Des tueurs et des tués. Comme s'il fallait que les individus qui vivent sur cette planète s'entre-dévorent. Comme si la maladie, la faim, la soif, le stress, la peur étaient indispensables. Nécessaire à la réalisation de son idée derrière la tête. Comme si c'était là un monde idéal, un monde bien fait. Comme si on ne pouvait imaginer mieux. Comme si le penser était déjà présomptueux. Alors l'enfant la regarde à l'œuvre, sans rien dire. Maintenant il trouve ça normal. Il a appris la chaîne alimentaire, les écosystèmes, cette fragile merveille, leur fantastique équilibre. Maintenant il a appris. Un seul maillon manque et tout est déréglé. Il a appris qu'on ne touche pas
l'œuvre de la grande architecte. Sous peine de tout foutre en l'air, il a appris l'importance des prédateurs. Appris que sans eux, les proies se mettraient à se multiplier, à tout bouffer. Et alors quid du fameux équilibre? Et quid de l'évolution, de leur propre évolution? Tout cela pendant que les humains passaient de 650 millions à 7 milliards d'individus en 250 ans, tout cela pendant les millions d'hectares brûlés chaque année, pendant le saccage des habitats des autres populations, pendant l'accaparement des terres, pendant l'anéantissement de centaines d'espèces, pendant la pollution planétaire des sols de l'air, tout cela pendant qu'ils réduisaient leurs prédateurs naturels à néant, qu'ils luttaient contre les maladies naturelles à coups de vaccins d'antibiotiques et de chimiothérapie, qu'ils soustraillaient les naturellement plus faibles, les moins chanceux, les moins adaptés d'entre eux aux griffes de la nature. Bref, l'enfant a appris à voir le monde comme un homme. Maintenant, il ne se dit plus « si Dieu ou la nature existait, il faudrait qu'il soit sacrément méchant, sacrément sadique, pour imaginer un monde pareil à ce point violent, à ce point rempli de souffrance. Il faudrait qu'il soit sacrément cruel pour créer des individus sensibles, faits pour en tuer des autres, faits pour être traqués et mangés par d'autres. Quel être, quelle volonté suffisamment cinglée, méchante, aurait l'idée de créer un monde semblable, si on lui donnait la possibilité d'en créer un nouveau? Non. Maintenant, il ne se dit plus rien. Il peut à son tour emmener ses enfants à l'expo. Il peut leur faire voir le film où les petits se font dévorer, où les moins malins, les moins adaptés, les moins chanceux, les moins rapides se font lacérer à bout de souffle, par une meute de griffes. Maintenant, l'idée qu'il faudrait venir en aide aux victimes ne lui vient plus à l'esprit. Maintenant, il les appelle proies. Où il y a la détresse, la souffrance et la mort, il a appris à dire beauté, ordre des choses et harmonie. Ah, c'est assez percutant. Je trouve que ça fait bien le point sur la question de nature et le fait qu'on imagine, alors en quelques mots, qu'il y a un ordre établi comme ça et qu'il faudrait respecter. Et en fait, sans plus de raison ou de justification à ça, quoi. Et ouais, montrer que genre enfant, on échappe à ça et puis en fait petit à petit oui, on s'y conforme. Totalement construit et tout. Et puis effectivement le développement est très bien fait. Et par en plus d'un truc qu'on aime a priori, c'est pas qu'on aime tous faire, mais qu'on considère comme étant une bonne chose, notamment pour se cultiver, c'est aller à une exposition. Ouais. Voilà. Et on est là, ouais, c'est super. Et puis surtout aller à une exposition, on fait confiance. Enfin, toi, c'est super chouette, hein, aller aux expositions, mais c'est assez surprenant, je trouve, d'aller trouver ça là. Effectivement, que le point de départ soit une exposition. Donc voilà, remettre en cause la question de nature, c'est essayer de se passer de ce mot-là, et c'est bien, ça marche bien. Hein. Souvent, à la place de naturellement, on peut dire des mots comme spontanément, sauvagement. Ouais, moi je dis de plus en plus spontanément, et en fait, il y a aussi, même en tant que amoureuse de la littérature, c'est toujours intéressant en fait, de dire tiens, quel mot plus percutant et plus précis, qui du coup va peut-être davantage taper dans l'oreille ou dans l'œil de la personne qui va tomber dessus. Et puis spontanément, c'est joli, enfin, quelque chose de spontané. Pour le coup, ça m'inspire plus que quelque chose de naturel. Alors, j'ai écouté tes conférences, donc je suis un peu biaisée là-dessus. Mais spontanément est joli. Et puis, mieux vaut faire une chose spontanément. Enfin, j'ai bien aimé à un moment donné où il dit si Dieu ou la nature, alors il le met entre parenthèses, je sais pas si vous l'avez entendu que j'ai mis entre parenthèses en parlant, mais j'aime bien comment il assimile les deux. Et en fait c'est vrai que souvent quand on dit nature, en fait c'est souvent un mot qu'on peut remplacer par Dieu, quoi, comme une espèce d'ordre établi complètement divin et à respecter, à sacraliser, quoi. Je l'ai noté aussi parce que pour le coup c'est ce que j'ai trouvé de plus percutant. J'ai pas osé le dire parce que je me suis dit peut-être que là c'est un manque de connaissance de ma part, qu'en fait peut-être que c'est assez répandu cette espèce d'assimilation la nature, donc avec un N majuscule. Que j'essaie beaucoup de corriger d'ailleurs. Baissez vos N. Et enfin, utiliser des minuscules pour les N, il n'y a pas du tout besoin de cette capitale qui justement on fait une espèce de dieu. Voilà, je sais pas à quel point c'est répandu, mais vraiment les voir ensemble, enfin voilà, avec imaginer qu'il y a une intention et toute la cruauté. S'il y a une intention, de fait il y a une cruauté en fait inévitable. Et est-ce que vous êtes d'accord pour les deux en fait? Vous pouvez pas défaire l'un de l'autre. S'il y a une intention, il y a une cruauté. Et a priori, vous ne voulez pas voir en face cette cruauté. Défaites-vous des deux idées en même temps. Et même en fait tout le long, en fait, à chaque fois qu'il parle de la nature, enfin, il utilise beaucoup de
de majuscule en fait. Quand il dit l'enfant la regarde, Oui. au la, il met une majuscule comme on le fait d'habitude Quand on parle de d'un Dieu, texte ouais. divin. Ouais. Et donc en fait vraiment il assimile nature à Dieu. Et en fait c'est un truc que j'avais déjà entendu et notre représentation de la nature aujourd'hui, qui en fait historiquement elle est assez propre à notre civilisation et assez unique en fait dans l'histoire de l'humanité. C'est ce point de vue-là de la nature et de la séparation entre homme et nature. En fait ça a pris un peu la place d'un dieu ou une espèce d'ordre divin quoi. Et du coup c'est pas bien. Non. Et du coup, il faut se passer du mot nature. Oui. Même en rigolant, même pour jouer, même pour se questionner, je trouve que l'exercice est sympa. Oui, ce que tu proposes à la fin d'une de tes dernières conférences, Ouais. ne serait-ce que essayer de le remarquer en fait. Ouais. Écoutez-vous parler. De manière générale, écoutez-vous parler, c'est assez chouette de faire attention à ce qu'on dit. Mais voilà, écoutez-vous employer le mot nature ou une expression naturellement et se dire, est-ce que ça a sa place, en fait, mais simplement, est-ce que ça a du sens? Et c'est très chouette en fait de parler et de donner du sens aux mots qu'on emploie. Et nature, peut-être qu'à cause de ça, d'être trop employé, perd un peu d'un certain sens. Et en fait, c'est même pas ça qu'on a envie de dire d'ailleurs. Oui. Dire ça. Non. Alors, sans transition, un autre texte. Moi j'aimerais proposer comme dernier poème un poème de Charles Bukowski. J'entends que ce soit un auteur assez controversé, considéré comme un gros dégueulasse à juste titre. C'est lui-même qui s'appelle comme ça, donc on ne va pas le contredire. Je pense qu'on connaît moins Bukowski, le poète, qui moi me touche particulièrement. Je pense que c'était quelqu'un, je vais pas le défendre sur tous ses aspects, mais je pense que c'était quelqu'un voilà, qui était, il était alcoolique, c'est quand même une maladie l'alcoolisme, donc il y a cette souffrance dans sa vie. C'était quelqu'un qui a galéré comme vous et moi et qui a écrit beaucoup de poésie et qui sont, je sais mal les décrire, mais extrêmement touchantes, extrêmement émouvantes, notamment parce qu'elles sont pas pathétiques du tout et qu'il y a quelque chose de très brut et de très cru. Et il trouve que moi ça me touche, mais je pense que quand on montre ses ressentis et sa peau à vif, enfin sa chair à vif, il y a une empathie qui est générée qui fait que nécessairement, a priori, on va être touché. Enfin, je souhaite qu'il y ait beaucoup d'empathie dans ce monde-là, et je pense qu'on peut être touché si on a de l'empathie qui est plus facilement provoquée par un texte très brut. Mais ce texte m'intéresse parce que je l'ai lu pour la première fois en anglais. Donc j'ai voulu lire Bukowski et sa poésie en version originale, donc en anglais, et j'ai été confrontée nécessairement à un certain manque de vocabulaire. Donc j'ai décidé de ne pas prendre mon dictionnaire avec moi pour ne pas m'arrêter toutes les 2 lignes pour aller chercher un mot, pour ne pas me couper en fait dans l'élan. Et donc j'y suis allée, j'ai dévalé un poème du début à la fin en acceptant que non, je n'avais pas tout le vocabulaire. Et je suis arrivée à la fin du poème et j'avais des frissons. Et je me suis dit, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas à quel moment, parce que de toute évidence, je n'ai pas tout compris. Je n'ai pas tout le vocabulaire, mais il y a un truc qui est venu me parler et il y a un truc qui a fonctionné. Et j'ai trouvé ça tellement doux d'accepter que je ne savais pas tout, que je ne comprenais pas tout et que je n'avais pas besoin non plus de tout ça, de tout ce bagage, de toute cette connaissance. C'était pas ma langue maternelle, j'avais pas besoin de connaître par cœur tout le vocabulaire. Je pouvais être touchée quand même. Et ça m'a apporté une certaine humilité ensuite dans mon approche de la poésie, notamment. Parce que la poésie, je pense, est un genre qui confronte particulièrement à l'ignorance et à l'incompréhension. Et j'encourage quand même... C'est un truc qu'on entend assez souvent. La poésie, c'est incompréhensible. Il y a pas mal de gens qui s'en approchent pas pour cette raison-là. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une espèce de petite fierté. Enfin, on est un peu blessé dans notre ego. Si on ne comprend pas la poésie, on a l'impression qu'elle se tient loin de nous, enfin, ou même qu'on la tient loin de nous. Ce que je peux entendre aussi, c'est très désagréable d'imaginer qu'on ne veut pas nous rendre accessible un texte. Mais je pense qu'il y a un pas à faire, voilà, que tout le monde doit faire un pas, le poète doit faire un pas, et le lecteur peut faire le pas aussi de dire je vais essayer. Ça prendra ou ça prendra pas, mais ne serait-ce que si j'ai essayé, si j'ai l'humilité de dire je sais pas, et j'y vais quand même, je pense qu'il peut se passer des choses assez magnifiques. Donc je ne vais pas lire le poème en anglais. J'ai hésité, mais j'ai un accent qui vraiment... Enfin là, ça vous demanderait pas de l'humilité, ça vous demanderait juste d'aller vous-même chercher la version en anglais parce que vous ne comprendriez rien. Donc je vais le lire en français. C'est une traduction que j'estime assez bonne pour avoir vu les deux. Et le poème s'appelle « Et ce dernier pour le cireur de chaussures ». L'équilibre, c'est quand les escargots remontent les falaises de Santa Monica. La chance, c'est quand,
en descendant Western Avenue et passant devant les filles du salon de massage, l'une d'elles te lance un « Hello beau gosse » retentissant. Le miracle, c'est quand, à l'âge de 55 ans, 5 femmes sont amoureuses de toi. Et la bonté divine, c'est quand tu es encore capable d'en rendre une heureuse. Le bonheur, c'est quand ta fille est plus douce que toi et que son rire est plus frais que le tien. La paix de l'âme, c'est quand tu conduis ta Volkswagen bleue à travers les rues comme un teenager et que la radio gueule « The host who loves you most », baignée par le soleil et le bourdonnement régulier du moteur refait à neuf, et que tu te faufiles dans la circulation. La grâce, c'est quand tu peux aimer à la fois le rock, le classique, le jazz, tout ce qui charrie la force vitale de la joie. Mais en réalité, ce qui t'attend, c'est le cafard, c'est la solitude. Enfermé entre 4 murs guillotines, et quand tu es fou de rage quand le téléphone sonne, ou quand quelqu'un passe. Mais il se peut aussi, comme le soleil vient après la pluie, que la caissière du supermarché ressemble à Marilyn, ou à Jakey, avant qu'on lui tue son homme, ou à la lycéenne, que nous avons tous suivie au moins une fois. Il y a ce qui vous aide à croire que la mort n'est pas tout. Dans une rue très étroite, quelqu'un roule vers toi et te laisse le passage. Ou quand le vieux boxeur Bojack, qui est devenu cireur de chaussures, après avoir claqué tout son fric en bringue avec des femmes et des parasites, souffle et crache sur le cuir, le fait briller, te regarde et dit « Quand je pense que j'ai été au sommet, mais je m'en moque, et puis tout le monde ne peut pas en dire autant. » Il m'arrive d'être amer quelquefois, mais le goût de la vie, tout bien pesé, est sacrément bon. J'ai toujours eu peur de l'avouer. C'est comme quand une femme te demande « Dis-moi que tu m'aimes » et que ça ne vient pas. Lorsque tu me verras grimacer un sourire au volant de ma Volkswagen bleue, dans la lumière jaune du couchant et roulant vers le soleil, c'est que la vie m'aura pris dans ses bras, avec son cortège de trapézistes, avec ses nains fumant de gros cigares, avec un de ces hivers russes des années 40, avec Chopin et sa poignée de terre de Pologne, avec une vieille serveuse qui m'apporte une autre tasse de café et qui rit en le faisant. Les meilleurs d'entre vous, je n'en ai pas l'air, mais je les aime. Les autres ne comptent pas. À part qu'ils ont des têtes et des jambes, ou bien des yeux, ou bien encore des mains, ou bien enfin des bons ou des mauvais rêves, et qu'ils savent où ils vont. La justice est partout, et elle fonctionne, comme l'enseignent les mitraillettes et les grenouilles, et les paris sur les chevaux. Merci d'avoir suivi cet épisode qui était un peu différent de ce que je fais d'habitude. Alors, c'était pas forcément évident. D'abord parce que les conditions d'enregistrement étaient un peu particulières. On avait eu une grosse journée. En fait, on arrivait en vélo à la ferme, on n'avait pas mangé. Donc en fait, on était assez épuisés. Et surtout parce qu'en fait, disserter sur de la poésie comme on a vaguement essayé de le faire, c'est pas du tout un exercice facile. Alors je félicite et je remercie grandement ma camarade du jour d'avoir su rendre cette discussion intéressante. Je crois, j'espère qu'elle l'était. Faire un épisode qui, dans le fond comme dans la forme, sort des habitudes, c'est assez inconfortable. On manque de repères, d'automatismes, on ne sait pas trop si ça va plaire aux gens. Et en fait, c'est un peu méta. Le plus confortable, ça aurait été de faire comme d'habitude, un entretien avec un ou une invitée sur un sujet beaucoup plus conventionnel en pensée critique. Mais en faisant ça, le risque c'est de s'enkyloser dans ses habitudes, de faire toujours pareil, de rigidifier notre vision du monde et de l'esprit critique. Et du coup, l'idée qu'on voulait partager ici, c'est au contraire de promouvoir des visions alternatives, des angles différents, des nouveaux sujets, et en fait, de s'amuser à bousculer nos croyances, nos habitudes, quelles qu'elles soient. Et en fait, c'est pas parce que l'alternative elle est forcément meilleure en soi. C'est parce qu'elle montre que notre pensée actuelle, notre pensée habituelle, elle peut être mise en question. Et je me dis que l'éducation à l'esprit critique gagnerait peut-être à insister davantage sur l'exploration des différentes explications et des différentes solutions. Peut-être plus que sur la méthode en fait. Autrement dit, j'ai l'impression que le manque d'esprit critique vient en premier lieu d'un manque de visibilité sur les alternatives.
Et une fois que l'on prend en compte ces différentes alternatives, il me semble qu'on est plus aisément disposé à les comparer et que la méthode pour y parvenir en découle plus naturellement. Pour prendre un exemple un peu classique, j'ai l'impression qu'une personne qui a une croyance fallacieuse quelconque sera plus facilement amenée à la remettre en question si on lui montre en fait l'éventail des autres explications qui existent, plutôt que de lui expliquer directement quelle est la méthode scientifique. Je vais prendre un autre exemple que je prends souvent et qui vient du livre La naissance de la pensée scientifique de Carlo Rovelli. Alors cet exemple, il raconte le périple de Hécatée, qui est un historien et géographe grec, qui part voyager en Égypte. Alors Hécatée, c'est un savant, et il sait que l'histoire humaine, comme on la raconte dans les écoles grecques, se résume en gros à une vingtaine de générations. Avant cela, c'était le règne des dieux. Et il le sait parce que c'est ce que son maître lui a transmis, et c'est aussi ce que le maître de son maître avait transmis à son maître. C'est une connaissance qui fait partie de la culture grecque à ce moment-là, et que personne ne remet en question. Non seulement Hécatée n'a aucune idée de comment il pourrait tester cette affirmation, mais pire en fait, il n'a aucune idée que cette affirmation pourrait être remise en question. Pour reprendre des termes utilisés aujourd'hui quand on parle de pensée critique, on pourrait dire que Hécatée n'a ni les compétences ni les dispositions pour remettre en doute cette information. Hécatée part donc en Égypte, il y visite le temple de Thèbes et il est confronté à la vision égyptienne de la généalogie humaine, qui compte, elle, 343 générations d'humains. Hécatée en est fortement déstabilisé, et rentrant en Grèce, il lui est désormais possible de se dire que sa connaissance de l'histoire peut être remise en question, et peut commencer à réfléchir à une méthode pour la tester. Voilà ce qu'en dit Carlo Rovelli à ce propos. Un Grec, devant les statues égyptiennes qui contredisent spectaculairement son orgueilleuse vision du monde, a peut-être commencé à penser que nos certitudes peuvent aussi être mises en doute. C'est la rencontre avec l'altérité qui ouvre nos esprits en ridiculisant nos préjugés. Et cette aventure qu'a vécue Hécatée et qui a été vécue par un certain nombre d'autres penseurs grecs à l'époque, en fait, elle est assez emblématique de ce qui se passe dans le bassin méditerranéen à ce moment-là, donc on est au IVe siècle avant notre ère, et plus particulièrement dans cette petite région qu'on appelle la Ionie. Le contexte de cette période et de ce lieu a rendu possible la naissance de la pensée scientifique. Et en fait, il y a 3 facteurs qui peuvent expliquer cela. Tout d'abord, les échanges culturels qui se multiplient. Le deuxième, c'est que les premières formes de démocratie apparaissent. Et la troisième, c'est la simplification de l'écriture qui rend l'accès à la culture beaucoup plus facile. Et en fait, ces 3 facteurs, ils vont permettre de faire émerger des pensées alternatives, des connaissances contradictoires, des points de vue différents. Et de là va spontanément découler une critique des dogmes et la mise en place, petit à petit, de méthodes pour comparer ces différentes visions du monde. La pensée critique naît de là, de ces confrontations à une altérité qui bouscule nos préjugés, qui mobilise notre flexibilité cognitive, qui fissure les dogmes et les conventions. Et il faut, je crois, toujours être attentif à cette altérité et rendre visibles celles et ceux qui l'incarnent, les artistes, les punks, les queers, les clowns, les marginaux, les pirates, les poètes, les enfants et les rhinocéros. Allez, je vous laisse avec un dernier poème. Il s'agit des statuts de l'homme de Tiago Mello, qui nous propose de réécrire des articles de loi qui gouvernent ce monde. Et comme vous allez le voir, cette déclaration, elle nous offre l'occasion de reconsidérer les mots que l'on utilise, les ressentis intimes qui nous éprouvent, et même jusqu'aux lois de la physique. Ainsi, elle fragilise, l'espace d'un instant, des conventions qui, nous étant trop familières, nous étaient devenues des fatalités. Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. Statut de l'homme. Article 1. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vérité est une valeur. Qu'à partir de maintenant, la vie
est une valeur. Article 2. Il est décrété que tous les jours de la semaine, y compris les mercredis les plus cendrés, ont le droit de se convertir en matinée du dimanche. Article 3. Il est décrété qu'à partir de cet instant, l'homme n'aura plus jamais besoin de douter de l'homme, que l'homme aura confiance en l'homme, comme le palmier se confie au vent, comme le vent se confie à l'air, comme l'air se confie au chant du ciel. Article 4. Il est décrété qu'il ne sera plus jamais nécessaire d'user de la cuirasse du silence, ni de l'armature des mots. L'homme s'assiera à table avec un regard pur, parce que la vérité sera servie avant le dessert. Article 5. Il est décrété que la plus grande souffrance a toujours été et sera toujours de ne pas pouvoir se donner d'amour à qui l'on aime. Article 6. Il est décrété par définition que l'homme est un animal qui aime, et qu'en cela il est beau, beaucoup plus que les étoiles du matin. Article 7. On décrète que rien ne sera ni obligé ni défendu, tout sera permis, y compris jouer avec les rhinocéros et se promener l'après-midi avec un immense bégonia à la boutonnière. Article final. Nous déclarons interdit l'usage du mot liberté, lequel mot sera d'ailleurs supprimé des dictionnaires et du marécage trompeur des bouches. À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent, et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. Paragraphe unique. Une seule chose reste interdite. Aimer sans amour. Excuse-moi. Ouais? Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition.